Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour tester une carte graphique de chez MSI, la GTX 1070 Aero ITX. Alors c'est un GPU ultra compact et silencieux qui vient au prix de 460 €. Et on va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose certainement quant aux performances de ce petit joujou. Au final, est-ce que la taille ça compte ? Bien évidemment, comme d'habitude, dans la boîte, on retrouve un petit mot de remerciement de chez MSI, une petite pochette qui va contenir le CD de driver, mais aussi le guide d'installation. De toute façon, je ne sais même pas si vous en avez besoin, il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour installer une carte graphique. Et en dernier, bien emballé dans sa petite pochette anti-électricité statique, la petite carte graphique de chez MSI. À première vue, ce qui m'a frappé, bien évidemment, c'est la taille de GPU. Je pensais pas du tout avoir un truc aussi court et ça tranche complètement quand vous la comparez à une carte un petit peu plus traditionnelle. Pour référence, ma 970 fait 269 mm et la 1070 fait 175 mm. Elle tient quasiment dans ma main. Ouais, bon, ok, je sais, j'ai une grosse main, mais bon, hein. Niveau largeur et épaisseur, on reste toutefois sur des trucs un petit peu plus standards puisqu'elle fait 129 mm de large par 37 mm d'épais et elle occupe également 2 slots, ce qui est tout à fait normal. Personnellement, je viens d'une époque où au niveau informatique, à chaque fois qu'un truc était plus petit, eh bien il était moins performant. Et bien que ce soit un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y en a beaucoup d'entre vous qui, je pense, seront d'accord avec moi. Mais là, on a le même chipset que sur toutes les autres 1070 au complet. C'est-à-dire que vous avez donc 8 Go de GDDR5 pour la mémoire vidéo, vous retrouvez les 1920 CUDA-Core et vous avez des fréquences de 1531 MHz de base et 1721 MHz en boost, ce qui est même légèrement plus que les fréquences d'origine. Donc à première vue également, zéro compromis au niveau des performances, à voir si ça se confirme avec les benchmarks qu'on va faire tout à l'heure. Au niveau du design, la carte est plutôt jolie, noire et blanche, avec quelques effets fibres de carbone qui ajoutent une petite touche de style. En connectique, on a du classique, 2 DisplayPort, 1 DVI et 2 HDMI. Elle n'a pas du tout à se plaindre. Et au niveau de l'alimentation, la carte peut consommer jusqu'à 150 watts qui sont fournis par une seule fiche 8 pins PCI Express. C'est comme sur les GTX 1070 Founders Edition. Les seuls compromis que je vois, c'est au niveau de la backplate, qui du coup est absente, donc je ne la vois pas, mais bref, vous avez compris le principe. Et au niveau du refroidissement, parce que bon, petite taille oblige, on n'a qu'un seul ventilateur Torx, mais par contre on a quand même un radiateur d'une très bonne taille et des caléoducs de 8 mm. L'avantage avec un seul ventilateur, c'est qu'on va avoir une carte qui va être plus silencieuse, surtout qu'on a la même technologie que sur pas mal des autres cartes MSI, en dessous de 50 degrés, les ventilateurs ne tournent pas, ce qui fait que la carte ne fait aucun bruit. Et c'est pour ça que les cartes au format ITX sont souvent moins bruyantes que leurs grandes sœurs, mais forcément un petit peu plus chaudes. Bon allez, assez attendu, on va passer voir directement comment elle se comporte en jeu, quelles sont les performances et si on peut un petit peu l'overclocker. Et comme d'habitude, j'ai effectué tous les benchmarks sur mon propre système, donc avec un i7 4790K à 4 GHz, une carte mère MSI Z97G45 et 16 Go de DDR3 de chez Kingston. Alors j'ai effectué des tests sur plusieurs jeux en 1080p, 1440p et 4K. J'ai également fait des tests sur Uni-Engine Even pour avoir un petit peu un benchmark synthétique. J'ai relevé les températures et ensuite j'ai essayé d'overclocker la carte, voir jusqu'à combien on pouvait monter. Également, vous êtes beaucoup à me demander des benchmarks sur GTA V. Je n'en fais jamais, tout simplement parce que je ne possède pas le jeu. Voilà, allez, let's go! Et on va commencer avec deux jeux pas très gourmands, donc Counter-Strike Global Offensive et Overwatch. Puis là, dans les deux cas, la carte n'a aucun souci, elle fait tourner les jeux en 1080p, 1440p et 4K à plus de 60 FPS. Et elle n'a rien à envier à sa grande sœur, la GTX 1070 de chez EVGA en version for the win. On va continuer sur du plus gourmand, Crysis 3 en ultra. Et là, la petite de chez MSI s'en sort quand même vraiment très bien. On tourne toujours à plus de 70 FPS en 1440p, ce qui est vraiment très bon. Sur Battlefield 4, elle s'en sort également très bien. Elle affiche quasiment le même nombre d'images par seconde que la version for the win de chez EVGA, ce qui est excellent. Et de toute façon, spoiler alert, c'est une tendance qu'on va retrouver sur l'ensemble des jeux que j'ai benchmarkés, la EVGA prenant parfois un petit peu le devant
à cause de ses fréquences de base et boostées qui sont légèrement plus élevées que sur la MSI, mais sinon les deux cartes sont vraiment au coude à coude puisque dans les deux cas on a le même chipset qui est une GTX 1070. En allant sur Battlefield 1, on retrouve exactement ce que je m'attendais à avoir, la version de EVGA affichant quelques FPS de plus, quelle que soit la résolution, que la version de MSI à cause de ses fréquences plus élevées. Sur The Witcher 3, la carte s'en sort également très bien. On est à plus de 60 FPS en 1440p et on avoisine les 100 FPS en 1080p. Pour ce qui est de la 4K, on est aux alentours des 40, mais The Witcher 3 est un jeu qui est assez gourmand et on a Airworks qui est activé. En le désactivant, on peut gagner facilement 10-15 FPS. Et pour finir les benchmarks de jeu avec Rise of the Tomb Raider, on a aussi d'excellentes performances, plus de 70 FPS en 1440p, 110 en 1080p et aux alentours des 40 en 4K. Et encore une fois, on était en ultra avec TressFX qui était activé. Bien évidemment, j'ai essayé d'overclocker la carte avec MSI Afterburner et j'ai réussi à la faire passer d'une fréquence de 1936 MHz à 2075 MHz. Donc pour ça, j'avais mis une limitation de puissance à 112%, un offset de plus 156 MHz sur la fréquence des cœurs et un offset de plus 280 MHz sur la fréquence de la mémoire. Et grâce à ce petit overclocking, sur Uni-Engine Even, j'ai pu passer de 2928 en score à 3162, soit une augmentation de 8% en termes de performance. Et pour ce qui est des jeux vidéo, j'ai également gagné pas mal de performances. Sur Rise of the Tomb Raider, on est passé de 68 à 74 FPS, soit plus 7,8%. Et sur Crysis 3, on est passé de 77 à 83, soit plus 8,8%. Et là, on était en 1440p et encore une fois en settings ultra. La dernière chose qui nous reste à couvrir concerne les températures. Et là, que la carte soit overclockée ou non, au repos, elle était à 33 degrés, ce qui est vraiment correct. Et en pleine charge, on atteignait les 70 degrés pour une carte non overclockée et les 73 degrés une fois que j'avais effectué l'overclocking. Pour comparer ça à la carte de chez EVGA for the Win, qui elle est une carte au format standard avec un refroidissement complet avec deux ventilateurs, etc. Donc les refroidissements ACX 3.0, on était quasiment 10 degrés supérieur en pleine charge. La EVGA était à 60 degrés au max, là on était à 70 degrés. Mais 70 degrés, on est encore loin de l'étranglement thermique, du coup la carte ne perd pas en performance et ça reste correct. Comme vous avez pu le voir, on a une très bonne carte, toute la puissance d'une 1070 dans 17 cm. Je peux vous dire que j'étais vraiment surpris d'avoir une carte qui soit aussi performante, tout en restant assez silencieuse, bien refroidie et qu'on puisse quand même l'overclocker. Elle a pas mal de réserves sous le capot, c'est assez facile d'atteindre les 2 GHz tout en restant sous la barre des 70 degrés. Je trouve qu'MSI a fait quand même un excellent travail. Alors bien évidemment, si vous faites un PC avec un format standard, ATX et tout, je vous conseillerais toujours de partir sur une carte traditionnelle, sur une longue carte et tout, avec 2 ventilateurs ou 3, qui sera mieux refroidi, que vous pourrez certainement pousser un petit peu plus au niveau de l'overclocking et qui fera pas vraiment plus de bruit. Et ça sera aussi plus joli dans un boîtier au format normal. Par contre, si vous faites une config dans un mini PC, dans un mini boîtier pour transporter en LAN, vous voulez un truc vraiment hyper compact, genre un tout petit truc quoi, là c'est une excellente option. Le seul truc un petit peu dérangeant, c'est son prix, 460 €, c'est un petit peu cher. Mais si vous êtes vraiment intéressé, il y a également Gigabyte qui fait une carte au format ITX aux alentours des 430 €. Ça serait bien d'ailleurs qu'MSI s'aligne sur le prix que fait Gigabyte, soit 30 € de moins, ça attirerait peut-être plus de personnes. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous l'avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette carte et tout, si elle vous plaît, si vous voyez son utilité et tout. Et comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.